avant d'aborder de façon qui sera nécessairement bien émouvante l'humiliation du pauvre, du malade, etc., nous avons vu la semaine dernière, nous avons commencé à voir un type d'humiliation particulier, l'humiliation du paysan, mais qui est une humiliation ambiguë et qui n'est pas forcément l'humiliation du paysan, mais l'humiliation par le paysan. Et nous avions vu des exemples de ce que j'ai appelé il y a longtemps, je suis désolé de répéter mes trouvailles vieilles d'il y a 25 ans, comme la suffisance du paysan, c'est-à-dire le fait à la fois d'être content de soi et de se suffire à lui-même. Le paysan, dans son monde limité, ne voit rien d'autre et il est décrit comme bêtement satisfait et du coup intimidant pour son interlocuteur. C'était un article qui s'appelait la suffisance du paysan dans la littérature française du Moyen-Âge, qui est paru à Bonn dans un recueil franco-allemand qui s'appelait Der Bauer im Wandel der Zeit, édité par Willy Hirt en 1986 et qui a reparu là, dans un recueil de mes articles qui s'appelle Les Voix de la conscience en 1992. Bon, enfin, c'est pas que ce soit d'un intérêt prodigieux, mais nous avons vu à partir de là, comment cette suffisance joue de façon très visible dans deux scènes très fameuses, celle de la rencontre entre Calogrenant et le vilain gardien du taureau sauvage dans Le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, et celle de la rencontre entre Aucassin et le paysan qui a perdu son bœuf dans Aucassin et Nicolette. Et nous avons vu, à partir de cette dernière scène, en remontant un petit peu dans le court texte qu'est Aucassin et Nicolette, comment l'auteur jouait déjà plus haut de ce type de confrontation lors de la rencontre entre Nicolette puis Aucassin, et la rencontre de Nicolette et des petits bergers, des bergeraux, puis d'Aucassin et des mêmes bergeraux, avec celui qui a la langue mieux parlée que les autres, celui qui fut plus en parler des autres, dit le texte, et qui leur tire de l'argent, fait le malin, veut bien, ne veut pas leur donner le renseignement cherché, etc. Bon. Et pour finir, j'avais observé, mais enfin c'est pas un scoop, tout le monde l'a remarqué, que l'auteur extrêmement malicieux d'Aucassin et Nicolette se livre à ce genre de variation à partir d'un genre lyrique qui repose précisément sur la confrontation entre la suffisance du paysan et celle du seigneur ou de l'homme de la ville, l'un enfermé dans son petit monde et content dans une sorte de ça me suffit idiot, et l'autre plein de morgue, c'est la pastourelle qui en tire une bonne part de ses effets piquants. Alors, je ne reviens pas, nous avons déjà parlé à maintes reprises de ces poèmes à la fois lyriques, narratifs et dramatiques, dans lesquels le poète raconte comment il a rencontré une bergère, le dialogue entre eux, ce qui s'en est suivi, il est parvenu à ses fins, il n'est pas parvenu à ses fins, il est parvenu par la force, elle a crié, les bergers sont arrivés à la rescousse, enfin, toutes sortes de variations. Elle ne voulait pas d'abord, ensuite, elle a dit, ce sont des poèmes extrêmement machos, de toute façon, elle ne voulait pas d'abord, et ensuite elle dit, oh là là, que c'était bien, revenez. Ou dans d'autres cas, il y a des scènes comme de bergeries en la lettre, et le poète assiste aux ébats des bergers. Donc, c'est ce genre de poème dont s'inspire l'auteur d'Aucassin et Nicolette, non pas qu'il les pastiche, il fait autre chose, mais le lecteur ou l'auditeur de la chante-fable doit à ces poèmes présents à l'esprit, et Aucassin et Nicolette en tire son piquant. Mais avec ces pastourelles, nous sortons du strict domaine de l'humiliation, plutôt nous sommes face à une humiliation trop partagée pour n'être pas diluée. Dans la pastourelle, ce qui est très frappant, c'est que tout le monde est ridiculisé. Et le chevalier, parfois, s'adresse à la bergère dans le langage raffiné qu'il utiliserait pour séduire une dame de son milieu.
non, ça ne marche pas très bien. Et ça ne marche pas très bien, d'une part parce que la bergère ne comprend rien à ce beau langage et que ça l'agace, ça c'est la suffisance de la bergère, mais le résultat est que le chevalier en est pour ses frais et qu'il se retrouve tout bête à faire des phrases pour rien. Il est donc ridiculisé lui-même, d'autant plus que, d'une part, ses intentions, qui n'étaient que trop claires et qui étaient en contradiction avec la délicatesse de son langage, tournent au fiasco, et d'autre part, parce que l'incompréhension butée de la bergère peut être l'effet de sa sottise ou peut être une ruse. Elle peut jouer son personnage pour échapper aux avances du berger. En tout cas, l'effet est le même. L'effet est celui d'une ruse, même si ce n'en est pas une. L'effet est d'empêcher le chevalier de parvenir à ses fins en refusant d'entrer dans son jeu ou en étant incapable d'entrer dans son jeu, ce qui revient au même. Et ce n'est pas une sorte de variante sophistiquée et tardive sur le genre, parce que c'est quelque chose qui apparaît, là encore, c'est quelque chose de très connu, dans la plus ancienne pastourelle conservée, pastourelle en Languedoc, alors que le genre a eu beaucoup plus de succès en Languedoil, de Marcabru, donc un des tout premiers troubadours, et où l'on voit le chevalier faire des frais ridicules et immoraux, puisqu'il essaye de la séduire. Marcabru est un moraliste. Et la pastourelle et la bergère, plutôt, refusaient les délicats compliments qu'il lui fait. Et donc, l'autre jour, près d'une haie, j'ai trouvé une bergère de pauvres conditions, mais pleine de gaieté et d'esprit. Elle était fille de Vilaine, donc l'autrière Giostuna Sebissa, Trabei, Pastora Mestiza. Peut-être, c'est une chanson, enfin, quand on écoute de la musique du voyage, qu'on entend très souvent, je pourrais vous la chanter. Et c'est avec une chanson très, très entraînante, vêtue d'une cape, d'une gonelle, d'une pelisse, avec une chemise de treillis, des souliers, des chausses de laine, donc elle est habillée vraiment comme une paysanne. Vers elle, je vins à travers la plaine, jouvencelle, dis-je, créature enchanteresse, j'ai grand deuil que le vent vous pique. Seigneur, dit la vilaine, grâce à Dieu, à ma nourrice, ça m'est égal que le vent m'échevelle, parce que je suis joyeuse et saine. Jouvencelle, créature charmante, je me suis détournée du chemin pour vous tenir compagnie, parce qu'une jeune vilaine telle que vous ne peut pas, sans un aimable compagnon, paître tant de bétail en un pareil endroit, en étant toute seule, etc. Sire, j'ai beau être ce que je suis, je sais reconnaître le sens ou la folie, réservez plutôt vos beaux discours à celles auxquelles il convient, parce que tel croit être le maître et n'en a que l'apparence. Jeune fille de noble condition, c'est un chevalier qui fut votre père et qui vous engendra, qui vous eut de votre mère, parce que vous êtes une courtoise vilaine, plus vous regardez, plus vous me semblez belle, etc. Seigneur, tout mon lignage bêche et derrière la charrue, et tel se donne pour un chevalier qui devrait faire comme eux 6 jours par semaine, etc. Et alors, bon, ça continue comme ça, je vous en fais grâce, mais c'est un peu ce à quoi je fais allusion. Pas exactement parce que, on le voit particulièrement si on lit le texte original, la bergère s'exprime trop bien. Elle tient le discours qu'on attend d'elle, mais elle s'exprime avec une sorte de précision, d'élégance, qui montre que non seulement elle est le porte-parole des conceptions morales et sociales de Marcabru, qui sont c'est un poète très obscur, donc il a un côté un peu Bernanos. Il est tout le temps en colère, on ne sait pas exactement contre qui, mais je parle de Bernanos comme Mauriac le faisait, c'est affreux, mais enfin, on voit quand même quel est le type de moraliste il est. Et on le voit ici. Mais il y a d'autres cas où ce contraste est exploité de façon plus évidente et où le langage même de la bergère est grossier.
De sorte que dans ces cas-là, tout le monde est ridiculisé. Et c'est le cas, je vous la cite un peu dans une porquière, une chanson de porchère. Généralement, ce sont des bergères de moutons, mais d'ailleurs les théoriciens de la poésie en Languedoc, les Laïs d'Amor de Guillaume Molinier, avant les Rasans de Trobard de Raymond Vidal de Bessalou, disent, oui, alors ils expliquent ce que c'est qu'une pastourelle, alors on rencontre une bergère, et sur le même modèle, disent-ils, on peut faire une vachère, une porchère, etc., selon le type des animaux gardés. Alors ça, c'est une porchère, et on le voit, ça, mentre per una ribiera sol sanava de porta, vi de loin gaia porquera un tropel de porcs cardan, subdamen par una rega anaiva sliei d'un garach, etc. Pendant que j'allais le long d'une rivière tout seul, et en m'en prenant comme ça, tout joyeux, je vis de loin une joyeuse porchère gardant un troupeau de porcs. Aussitôt, en suivant le bord d'un guéret, j'allais vers elle. Elle était de sa personne sans grâce, sale, sombre et noire comme de la poix. Elle était grosse comme un tonneau. Elle avait les seins si pendants qu'on aurait dit une anglaise. Moi, les seins si grands, mais je pense à dire. Elle avait les seins si grands qu'on aurait dit une anglaise. En la voyant si dégoûtante, les bras m'en tombèrent. Elle demeurait immobile, l'air niais, et moi je lui dis: Dame courtoise, belle créature bien apprise, dites-moi si vous êtes pucelle, avec le contraste entre l'élégance du pronom. Dites-moi si vous êtes pucelle. Entre-temps, sous sa gonelle, sous sa tunique, elle gratte et frotte énergiquement son gros corps mal fait. Sans le pan de son manteau, on lui aurait vu toute la fente. Elle me répondit d'une voix commune, grossière, avec un beuglement: Homme, que viens-tu m'ennuyer? Suis ton chemin de par Dieu. Aimable jeune fille, dis-je, j'ai pour vous souper faire longue, lourde peine, et je vous prie de vouloir bien me dire ce que je vous demande. Seigneur, puisque ça vous intéresse, ni mari ni fiancé ne me gouverne, jamais je n'ai servi à nul homme de passerelle ni de selle, jamais nul ne m'a suborné. Aujourd'hui, jeune fille, eh bien, voilà, on va faire bon, etc. Et alors, à ce moment-là, elle lui dit: non, mais ne me faites pas de reproches au sujet du Bouvier, ça compte pas, le Bouvier, etc. Et ça continue sur ce ton. Donc, voilà. Alors, bon, la charge est très lourde sur cette malheureuse porchère, mais le poète qui essaye en vain, en fait, de la séduire, n'est pas beaucoup mieux traité. Et ce contraste et que cette façon de renvoyer deux ados, deux personnages qui sont ridiculisés l'un par l'autre, sous le regard de l'auditeur, enfin sous le regard pour l'auditeur de la chanson, ça, eh bien, nous voyons que c'est un effet volontaire à ce qu'on le retrouve 150 ans après Marcabru, mais à la fin de la grande période des pastourelles de Languedoil, à la fin du XIIIe siècle, chez notre Adam de Laal. Nous avons vu le fou du jeu de la feuillée dans le jeu de Robin et de Marion, vous savez, l'autre pièce de théâtre d'Adam de Laal, qui est une bergerie et qui est le développement d'une pastourelle sous forme dramatique. Et la première scène, si on peut dire, la pièce s'ouvre sur la rencontre entre le chevalier Aubert qui chasse à l'oiseau et la bergère Marion. Et dans cette rencontre, le chevalier rencontre la bergère, essaye de chasser autre chose que l'oiseau, et Marion se dérobe et répond bêtement à ces questions, sans qu'on puisse savoir si elle fait la bête pour échapper aux avances du chevalier ou si elle est bête, effectivement. Et le résultat est le même. Chacun se sent supérieur à l'autre. Tous deux échappent à l'humiliation qu'ils devraient ressentir. Marion d'être méprisée, d'être traitée comme une proie par le chevalier d'être floué et repoussé
par Marion, repoussée, au nom d'une ignorance, de la suffisance précisément, au nom d'une ignorance revendiquée. Et son Robin lui suffit, et de même que le vilain de Calogrenant disait à Calogrenant, je ne sais pas ce que c'est qu'une aventure, mais il savait très bien la lui indiquer. De même, à la question du chevalier, bergère, aimeriez-vous un chevalier? Elle répond, je ne sais que chevaliers sont. Je ne sais pas ce que sont les chevaliers. Elle préfère Robin, parce que Robin lui apporte tous les jours du fromage, dit-elle. Le spectateur rit, et justement, elle lui apporte du fromage, et justement, elle en a dans son corsage. Elle garde le fromage dans son corsage, comme dans Apollinaire, elle a des seins mous comme des fromages, on ne peut pas faire des liens. Et alors, le spectateur rit de l'un et de l'autre, de Marion qui dit qu'elle aime Robin parce qu'il lui a donné une panetière, un bâton et un couteau et qu'il lui apporte du fromage, du chevalier qui ne parvient à ses fins dans aucune de ses chasses. Et comment s'y prend-elle, Marion, pour faire la bête? Ou à quoi apparaît-elle comme bête? C'est que, non seulement elle dit « je ne sais que chevaliers sont », mais évidemment qu'elle sait ce qu'est un chevalier, c'est une façon de se débarrasser du chevalier, mais elle répond mal à ces questions. Donc, lorsque la pièce commence, elle se croit seule et elle chante. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Robin m'aime, Robin m'a demandé, il m'aura. Robin m'acheta cotel, d'escarlate bonne et belle, sous Scanier, etc. Bon. Et le chevalier entre à son tour en chantant, en revenant du tournoi, je me reperrouais du tournoiement, s'y trouvait Marouet Solette au Corjan, hein, et à ce moment-là, il s'aborde et sait parler. Et alors, il y a ce dialogue galant, et le chevalier, ensuite, voyant qu'il n'arrive à rien, retourne à sa chasse et dit Belle, dites-moi, veux-tu par ci-devant, vers cette rivière, nulle âne? Est-ce que tu as vu voler par ici, près de ce marais, une canne? Mais une canne se dit, dans un français, âne, A-N-E, qu'on ne confond pas normalement avec l'âne aux grandes oreilles, parce que l'âne avec les grandes oreilles, Asinou, c'est asne avec un S, ce qu'on ne confond pas dans l'ancienne langue. Mais elle confond. As-tu vu vers cette rivière nulle âne, Marion? C'est une bête qui ricane. J'en vis hier 3 sur ce chemin, tout carchier, aller au moulin. Et je joue que vous demandez. C'est une bête qui iane, qui braie. J'en ai vu hier sur ce chemin 3 tout chargés qui allaient au moulin. C'est ça que vous me demandez? Non, bon. Et alors, or, si je moute bien à sonner, moi, je suis bien renseigné, dit le chevalier. Dis-moi, vis-tu nul héron, Marion, des harengs? Non, j'en ai pas vu depuis le carême, etc. Et ça continue sur ce thème. Et il y a, pour montrer la naïveté de Marion, la scène continue avec, en arrière-fond, le début du conte du Graal. Elle montre le faucon du chevalier, elle dit « Ah, qu'est-ce que c'est? C'est mon faucon. Est-ce qu'il mange du pain ?»« Non, il mange de la viande, etc. » Et vous retrouvez là, nous en avions parlé, je ne sais plus quand, mais enfin tout le monde n'était pas là. Tout le monde n'était pas là, mais tout le monde connaît le conte du Graal. La scène entre Perceval et les chevaliers au début. Et ailleurs... Alors, bon, ça, sont les scènes de séduction. Et ailleurs, en particulier dans les pastourelles qui font intervenir le berger de la bergère qui arrive pour chasser le chevalier, ou les pastourelles qui montrent les ébats et les danses des bergers, la suffisance de ces rustres, tout fiers de leurs élégances rustiques, est constamment moquée. Enfin, je sais pas, là, si vous restez debout au fond, vous pourrez partir plus facilement, mais il y a de la place, il y a des places devant.
Et elle est moquée, mais il n'empêche que le chevalier doit battre en retraite devant la menace des chiens et des bâtons, ce qui le place dans une position qui n'est pas très glorieuse non plus. Et j'en donne un exemple, enfin, on va terminer avec ces sottises. Dans Pastourelle de Langdoil, la douceur del temps novel fait changer en revel et à Crestre jouer. Donc la douceur du renouveau change la tristesse en plaisir, augmente la joie. Et bon, je lis ça, c'était dans mon premier livre, ma traduction m'allait vraiment nulle. Ça, alors oui, d'ailleurs, je me suis moqué il y a quelques semaines des contresens, j'en avais cité un énorme au vers 5, mais il y en a d'autres, de l'éditrice de Robert le Diable. Mais dans ce petit livre qui était mon tout premier, tiré de ma thèse de 3e cycle, il y en a un, je dis, qui est énorme. Justement, dans une pastourelle, le chevalier rencontre Touze de ville lointaine. Touze, c'est une jeune fille. Et j'ai traduit une jeune fille originaire d'un village écarté, Touze de ville lointaine. Et ça veut dire une jeune fille éloignée de tout village, elle est toute seule. Ça coule sous le sens, ça tombe sous le sens. C'est une sottise énorme, mais enfin bon, le jeune homme que j'étais, enfin bon. Donc, comme quoi, je ferais mieux de regarder la poutre qui est dans mon œil avant d'accabler Elisabeth Gaucher. Bon. Enfin bref, donc l'invite de la nouvelle saison, à l'invite du joyeux commencement du doux mois de mai, je chevauchais tout seul près d'un bosquet, entre un pré et un chemin, des bergères et des bergers dansaient sur l'herbe, et pour s'amuser, ils chantaient un doranlo en s'accompagnant d'un pipeau. Vous aurez le pic-en-pot et j'aurai le doranlo. Le doranlo, c'est la câlinerie, comme ça. Voilà. Et le pic-en-pot, c'est moins bien. Apparemment, ça... Pour faire... d'ailleurs, qu'est-ce que c'est traduit comme ça ? Pour faire le cointerel, haute chacun un vert chapelle, les blanches courouées, et grand covès écoutelles, les côtes d'un gros burel à diverses rouées, saute chacun les l'huile à souhait, chescune se cointouet, perd son cointe villenelle. Béatrice estoué grêlelle, Béatrice plutôt, va chantant un doranlo, vous aurez, etc. Pour faire le gandin, chacun avait un chapeau vert, une ceinture blanche, des grands souliers, un couteau et une cotte de bure grossière à rayures. Alors, Michel Pastoureau a assez parlé des rayures. Enfin, bon. Voilà. Et chacun avait près de lui sa chacune, et chacune faisait des grâces pour son gracieux vilain. Béatrice était mince et chantait un doranlo, vous aurez le pic-en-pot, vous aurez le doranlo, etc. Guy Bourré-Arcel parcourait le pré, Guy auprès de Marois faisait l'entreprenant sans se lasser, ils perturbèrent la ronde si bien que le cercle se brisa, tous et toutes partent en tous sens et frappent du pied sous les arbres, chacun joue son propre jeu, et Guy sur son chalumeau enjolivait le doranlo, vous aurez, etc. Donc, ils font des élégances grotesques, ils sont incapables de danser en mesure. Bon. Sans y avoir été invité, je descendis de mon palefroid noir près des arbres. J'entrai rapidement dans la danse, près d'un imbécile que cela contraria beaucoup, car je séparais de celle qu'il aimait. Il s'en fâcha et dit « Mes seigneurs les paysans, cet individu qui fait le gentilhomme nous prend notre doranlo. Vous aurez le pic-en-pot. » Perrin dit « Mon jeune seigneur, allez chercher votre amusement ailleurs, laissez tranquille la proie d'autrui. » Quand l'autre entendit qu'on le soutenait, il prit dans sa main un caillou et le brandit dans ma direction. Quand je vis que la force n'était pas de mon côté, je remontai sur mon cheval, mais je caressais le museau de l'un d'eux avec un bâton, je lui fis une plaie, puis je quittai le doranlo, etc. Alors je me suis mis en route, et chacun d'eux me faisait escorte à coups de bâton et de pierre. Ils m'ont lancé aux trousses leur chien tant crémencel, sans doranlo, etc. Et alors, bon... Alors, ma traduction est plate, le poème... mais on voit bien le mépris du séducteur, enfin, ou du noble ou du cavalier, sinon du chevalier, pour ces danses de paysans, ces élégances de paysans, là, et ce mépris qui est
particulièrement blessant, hein, parce qu'il est particulièrement blessant d'être regardé de haut quand on essaye de faire des élégances, justement, qu'on fait du mieux que l'on peut, et puis c'est lamentable. Et à ce moment-là, évidemment, la distance sociale est beaucoup plus cuisante que lorsqu'on est simplement soi-même. Ils sont endimanchés, c'est terrible d'être endimanché. Donc, ils sont ridiculisés. Mais alors, ils sont ridiculisés aussi parce qu'ils ne supportent pas l'intrus. Ils se sentent menacés, ils se replient sur eux-mêmes. Là encore, ils se referment sur eux-mêmes dès qu'on essaye de les aborder. Mais en même temps, on ne peut pas dire que le chevalier s'en tire de façon extrêmement glorieuse, de devoir partir sous les huées, les coups de bâton, les pierres, et poursuivi par les chiens. Et on se doute, enfin on comprend que les paysans se disent « Ah ah, on lui a donné une bonne leçon à ce jeune fat. » Non. En ce sens, ce sont des poèmes de l'humiliation où tout le monde est humilié. Et on trouve, là encore, le correspondant de cette scène dans le jeu de Robin et de Marion, pardon, où, plus loin, le chevalier veut emmener Marion de force. L'un des bergers appelle Robin, le protecteur de Marion, puisque c'est son petit ami, à la rescousse. Le chevalier frappe Robin. Alors Robin, il a un peu peur, il y va quand même, il reçoit des coups, mais tout de même, comme ils sont nombreux, le chevalier, dès qu'il y a de la résistance, il ne tient pas assez à Marion pour s'en occuper longtemps. Donc il s'en va, il laisse Marion, et les bergers célèbrent longuement l'héroïsme pourtant très relatif de Robin, et ils se congratulent de façon ridicule et en reprenant leur chansonnette et en mangeant leur fromage, parce que c'est leur idée fixe de manger des bonnes choses, et en particulier du fromage, et dès qu'ils ont un moment, dès qu'ils sont tranquilles, dès qu'ils sont entre eux, pour eux, le locus amoenus, le lieu favorable à l'amour, ouais, particulièrement le lieu favorable au fromage. Et d'ailleurs, ou à d'autres choses. D'ailleurs, il y a, je suis désolé, c'est presque une digression, mais elle est à peine convenable, mais il y a un poème qui s'appelle « Des chevaliers, des clercs et des vilains », c'est un court dit, qui dit ceci, qui décrit d'abord brièvement, le locus amoenus, un lieu charmant, de frais ombrages, un petit ruisseau, de l'herbe tendre, très bien. Bon. Passent deux chevaliers. Et l'un dit à l'autre, « Ah, quel beau lieu! Que ce lieu serait bien pour y manger si on avait un poulet rôti, du pâté, du vin, etc. » Alors il est dit, « ce serait délicieux. » Donc la moralité, c'est que les chevaliers ne pensent qu'à manger. Puis passent deux clercs qui disent « Ah, quel lieu ravissant! Que ce lieu serait bien pour, si nous avions une jeune fille comme ça, la mignonne, ah, ce serait délicieux. » Et ils continuent. Et puis ils continuent leur chemin. Viennent deux vilains qui reviennent du marché de pelles et de vents chargés. L'un dit à l'autre « Ah, quel beau lieu! Quel beau lieu pour chier! » Ah oui, dit l'autre. « Chions donc, beau compère, je veux bien par l'âme de mon père, répond l'autre. Lors du chier, chacun ses forces. » Et alors, c'est d'ailleurs un poème assez caractéristique de la suffisance du paysan, parce qu'eux ne demandent pas beaucoup. Les chevaliers n'ont pas sous la main leur pâté, leur poulet, donc ils ne peuvent pas pique-niquer. Les clercs n'ont pas de demoiselles sous la main, donc, tandis que les vilains ont tout ce qu'il leur faut. Et
ils peuvent ainsi, enfin, la morale, si je puis dire, de l'affaire est extrêmement méprisante pour les vilains. N'est pas les vilains, je suis partout, ils ne peuvent pas voir un beau lieu sans le confier, etc. Et je voudrais conclure, enfin, je suis désolé de vous raconter ça, par les parrains et les marraines, mais il dit les marines, que le vilain chia par les narines. Et ça se termine comme ça, sur cette rime riche. Mais ainsi, les rapports humains mis en scène dans les pastourelles sont donc complexes, mais tournent autour de l'humiliation et du ridicule, et du ridicule humiliant, autant qu'autour de l'érotisme, alors que ce sont des poèmes souvent très crus, également. En ce sens, le fait que le message de l'humiliation soit ambigu et que l'humiliation s'étende à tout le monde confirme son importance, à la fois confirme l'importance de l'humiliation, à la fois dans l'ordre des relations sociales et dans celui de la sexualité. Et l'ambiguïté disparaîtra lorsque le thème de la pastourelle passera dans la chanson populaire, ce qui se produira à partir du XVe siècle. Et à ce moment-là, et ensuite dans les siècles suivants, et où la pastourelle sera traitée sur le mode de la chanson de femme, du vieux type roman de la chanson de femme, c'est-à-dire du point de vue de la bergère ou de la jeune fille, et du point de vue de la jeune fille résistant vertueusement au séducteur. À ce moment-là, le séducteur est renvoyé, mais il n'y a plus ce jeu d'humiliation. Pensez à ces chansons mon père avait 500 moutons, derrière chez nous il y a un étang, que vous connaissez, ou bien la jeune fille rêvant de revanche amoureuse et sociale, comme dans En passant par la Lorraine. Bon. Mais c'est bien l'auteur d'Aucassin et Nicolette, avec sa naïveté apparente et son air de ne pas y toucher, qui sait le mieux faire des retournements inattendus de l'humiliation, le révélateur des rapports sociaux, les scènes avec les bergeraux, et surtout la scène entre Aucassin et le vilain, vous vous en souvenez, est quelque chose de vraiment extrêmement frappant, qui met mal à l'aise dans une œuvre aussi légère. Des rapports sociaux, soit. Mais dans la pastourelle, l'humiliation principale reste évidemment de l'ordre de l'érotisme, et c'est une humiliation spécifique du chevalier, non pas de la bergère, bien qu'elle soit son inférieure, bien qu'elle soit nigaude, bien qu'elle soit à sa merci, et que parfois il en profite. Parce que quand il en profite, elle est contente. Et cette séduction de la bergère, qui entraîne une sorte de dépendance du chevalier et qui finit par l'humilier, cette séduction tient précisément à sa suffisance. C'est quelque chose, nous aurons un chapitre sur l'humiliation érotique, et je devrais reporter ces quelques considérations-là. Mais c'est dit en 2 mots, ce serait vraiment artificiel. La séduction de la bergère vient du fait qu'elle se suffit à elle-même. C'est la séduction du narcissisme, qui suppose ou paraît supposer un appauvrissement du moi en libido, une affaire Armung des Ich an Libido, écrit le bon docteur Freud. Et la bergère est désirable parce qu'elle paraît ne pas désirer. Et dans l'introduction au narcissisme, Freud écrit, enfin bêtement je l'ai noté en avant, je traduis à mesure, donc mal, la séduction de l'enfant repose en grande partie sur son narcissisme, sur son autosuffisance, seine Selbstgenügsamkeit, et sur sa nonchalance.
et de même la séduction de certains animaux qui semblent ne pas se soucier de nous, comme les chats ou les grands animaux de proie. Eh bien, la bergère des pastourelles, toute jeunette et solitaire dans la campagne sauvage, à la corne d'un bois, elle a bien quelque chose à la fois d'enfantin et de félin. Vous savez que pour René Girard, l'autosuffisance apparente du narcissisme est un leurre qui, dans le cas de la séduction féminine, se confond avec le manège de la coquetterie. On peut feindre de ne pas voir qu'on intéresse et de ne pas s'intéresser. Exploitant les ressorts du désir mimétique, la coquette affecte d'être elle-même l'objet exclusif de son propre désir et incite de cette façon les autres à la désirer. Et cette analyse peut s'appliquer, en effet, aux pastourelles, mais elle peut s'appliquer aussi à tous les vilains que nous avons rencontrés jusqu'ici. Tous se font une force de leur faiblesse, tous se font une supériorité de leur infériorité en prétendant n'avoir besoin de personne. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne sur ma Harley-Davidson, c'est le type de cette coquetterie et de ce narcissisme. Là, la fille sur la moto, qui est l'objet exclusif de son propre désir. Donc, ces vilains, eux aussi, n'ont besoin de personne et renforcent par là même, chez leur interlocuteur, le sentiment d'être dans une situation inverse. Le gardien des taureaux ne demande rien à personne, mais Calogrenant voudrait savoir où il pourra trouver une aventure. Le vilain d'Aucassin cherche son bœuf, mais il ne compte pas du tout sur Aucassin pour lui trouver son bœuf, tandis qu'Aucassin compte sur lui pour retrouver Nicolette. Les bergeraux ne demandent rien à Nicolette, mais Nicolette leur demande de transmettre le message à Aucassin. Ils ne demandent rien à Aucassin, mais Aucassin leur demande, etc. Bon. Et la bergère, bon, si le chevalier insiste vraiment, elle veut bien, mais enfin, ce n'est pas elle qui va chercher le chevalier non plus. Et comme le regard posé sur les vilains par les textes littéraires est bien entendu le regard des classes supérieures qui produisent ces textes, qui les consomment, on peut en conclure qu'au-delà de l'affectation de mépris, ces classes éprouvaient obscurément, face aux paysans, ce sentiment de malaise et presque de timidité que fait naître chez chacun l'indifférence de l'autre. Et alors, c'est ce que, là, je reprends mes vieux rogatons, c'est ce que je disais, en substance, dans ce vieil article de 1992, et je disais déjà un peu la même chose, alors il y a plus longtemps encore, dans l'optive de 1972 sur la pastourelle, où mon idée, j'étais tout faraud, moi aussi, comme un paysan de pastourelle, parce que j'avais eu une idée, et cette idée, c'était que dans ces pastourelles, la bergère incarne et cristallise l'érotisme diffus dans la nature printanière, cet érotisme diffus dans la nature printanière qui fournit l'incipit de toutes ces chansons à cette époque, et l'idée qu'elle est un objet du désir si proche de la nature que la seule relation possible avec elle est une relation sexuelle, puisque les langages sont trop différents, enfin, etc. Vous voyez, bon, on était très content de moi. Bon. Mais alors, ces analyses nous entraînent du côté de l'humiliation érotique et sexuelle, donc encore une fois que nous étudierons plus tard, et nous éloigne de l'humiliation du pauvre qui devrait nous occuper pour l'instant. Mais encore une fois, c'était un artifice trop grand de séparer, dans le cas de la pastourelle, l'une de l'autre, puisqu'elles sont si fortement imbriquées.
Donc, je reviens à mon sujet du moment, à l'humiliation du pauvre. Et là aussi, je suis tout faraud parce que j'ai une transition. C'est celle d'un paysan suffisant qui est au fond un pauvre, qui ne le sait pas et qui se retrouvera vraiment pauvre. C'est Courtois d'Arras, qui finit par être humilié comme pauvre et qui nous fournit ainsi, bien que ce ne soit pas une œuvre impressionnante de subtilité, d'ailleurs je ne vais pas m'attarder dessus, une transition du pauvre imperméable à l'humiliation au pauvre humilié. Non, parce qu'il est les deux, en fait. Courtois d'Arras, c'est une pièce de théâtre où un monologue dramatique dans lequel le jongleur joue tous les personnages, on ne sait pas trop, composé à Arras, toujours Arras, qui était une ville littérairement très importante, et que nous n'avons pas quittée, parce que dans un instant, nous parlerons des congés d'Arras. Voilà. Nous n'allons pas quitter de sitôt. Composé à Arras dans le premier quart du XIIIe siècle, en tout cas avant 1228, parce que, qui est la date de la mort connue par le fameux nécrologe d'Arras, d'un personnage réel nommé Gérard Lenoir, qui est mentionné dans la pièce comme vivant. Et cette Courtois d'Arras, c'est une pièce de théâtre qui met en scène, qui réécrit et qui place à l'époque actuelle et à Arras la parabole de l'enfant prodigue, la parabole de Saint Luc. Donc, on essaie la parabole de l'enfant prodigue, un maître de domaine a deux fils, l'un qui fait bien le travail et l'autre qui demande sa part d'héritage, qui part avec, qui dilapide son héritage dans la débauche. Une fois qu'il a tout dépensé, une famine arrive dans le pays. Il trouve à s'employer comme gardien de pourceau, donc comme porcher, comme notre porcher. Et il voudrait bien manger la nourriture qu'on donne au pourceau, mais on ne la lui donne pas. Et il se dit, chez mon père, le moindre domestique est bien traité, il mange à sa faim, et moi je suis là. Que vais-je faire? Je vais retourner vers lui. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Emploie-moi comme domestique. Il revient et le père le voit venir de loin, saute à son cou, le fait baigner, bien habillé, ça fait tuer le veau gras pour lui, enfin de la musique. Le fils aîné revient des champs, se fâche, vous savez, parce que voilà, depuis tant d'années, je te sers et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me festoyer avec mes amis. Et quand revient mon frère qui a dépensé ta fortune avec des filles, eh bien, je fais ça pour lui. Mon fils, toi, tu es moi, tout ce qui est à moi est à toi, mais il fallait bien fêter le retour de ton fils, de ton frère qui était perdu et qui est retrouvé. Il était mort, il est de nouveau vivant, il était perdu et il est retrouvé. Bon. Donc, on dit toujours le Moyen-Âge n'a pas le sens de la profondeur historique, les anachronismes du Moyen-Âge, on représente les personnages du temps du Christ habillés comme à l'époque, on croit qu'un chevalier romain, c'est un chevalier, etc., du Moyen-Âge, etc. Bon. C'est vrai et ce n'est pas vrai. D'abord, ils avaient les connaissances historiques qu'ils avaient et qui, évidemment, étaient lacunaires. Les anachronismes sont parfois volontaires. Par exemple, justement, dans les scènes de la Passion du Christ, les soldats, les Juifs, sont habillés à la mode du temps de l'artiste. Mais le Christ, lui, n'est jamais habillé à la mode du temps de l'artiste. Donc l'artiste savait très bien que la mode avait changé. Et bien là, dans la littérature, on en a une preuve, en somme, avec cet effort, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans cette œuvre, cet effort absolument délibéré, et pour placer comme
comme si c'était Patrice Chéreau ou un metteur de placer à l'époque moderne cette parabole évangélique et de montrer ainsi l'actualité, comme dirait un bon père ou nos seigneurs les évêques, de la parabole. Bon. Alors, la pièce présente des parentés avec le jeu de Saint-Nicolas de Jean Bodel, dont nous parlerons très longuement à propos des Congés, qui est un très très grand poète, en particulier le cri du vin, on crie devant l'auberge, on essaye d'attirer le chaland en vantant la qualité du vin, la scène de taverne, la scène entre l'aubergiste, le patron de l'auberge et son garçon, le rôle ou les allusions au jeu de dés, etc., l'argent qu'on perd au jeu de dés, etc., mais sont des choses fréquentes à l'époque. On ne peut pas vraiment m'en tirer une attribution. Évidemment, ce qui a le plus intéressé l'auteur de Courtois d'Arras est le membre de phrase de l'Évangile qu'il développe le plus volontiers, le plus abondamment, c'est celui qui fait allusion aux prostituées. Alors ça constitue le cœur de la pièce. Mais bon, on voit donc, et c'est effectivement le sujet de l'Évangile, ce jeune paysan qui se croit très fort, qui part avec de l'argent, qui se croit riche, qui fait le malin, qui n'est pas malin et qui rentre en lui-même. Et on voit effectivement, c'est une vieille édition d'Edmond Farral, qui a été professeur ici et même administrateur du collège, une édition de 1911, puis il y a une traduction de Jean Dufournay chez Garnier-Flammarion, mais la pièce ne vaut pas la peine que je vous en cite de longs passages. Déjà, j'ai trop tendance à m'attarder, à digresser, à vous raconter des bêtises, mais vous me croyez sur parole lorsque je vous dis que d'abord que Courtois accumule toutes les humiliations. D'abord, l'humiliation du Benet qui faisait le faraud, qui se croyait malin et qui se laisse duper. Son père lui donne la part d'argent qui lui revient et lui dit « Fais attention, c'est beaucoup d'argent. » Oh, mais moi, je sais comment faire marcher l'argent. Je vais en gagner plus, ça va me durer longtemps. Me voilà riche. Voilà. Et évidemment, une fois qu'il arrive à l'auberge, il ne peut pas s'empêcher de se vanter de l'argent qu'il a. Donc, il écrase de sa fortune ceux qui l'entourent et c'est lui, naturellement, qui est écrasé et qui est dupé. L'aubergiste, les entraîneuses se mettent d'accord immédiatement, sans que, ça c'est tout de même l'habileté de la pièce, sans qu'on les voit se mettre d'accord, mais c'est fait, enfin, on les verra plus tard, mais on le comprend parfaitement. L'humiliation de l'amoureux moqué, là on voit la pose avantageuse de Courtois, ses propos assurés, les protestations d'amour de l'une des filles, Pourrette, pendant que l'autre, je ne sais plus que Manchevert, Manchevert tire Courtois à part et dit « Oh oui, elle est très pincée, je n'ai jamais vu aussi amoureuse, vous avez une séduction, etc. » Et alors Courtois est ravi, puis ensuite on les voit toutes les deux parler de Courtois quand il n'entend pas, et c'est donc la situation la plus humiliante qu'il puisse y avoir pour un homme. Et finalement, dupé, les deux... Oui, Courtois fait le malin en disant « Oui, j'ai de l'argent, oui, je vais jouer, je ne résiste pas au jeu, je joue gros jeu toujours. » Et alors, les filles lui disent « Oui, mais il faut vous défendre contre vous-même. Confiez-nous votre argent, comme ça. » Alors, il leur confie son argent. Et c'est par pure vanité qu'il se trouve dépossédé. Et puis, l'humiliation du riche ou de celui qui se croit riche, devenu pauvre par sa faute, par son péché, par sa folie, et qui découvre et qui révèle en même temps au spectateur l'hypocrisie
la dureté et la cupidité du monde à travers les humiliations qui lui sont infligées, humiliations d'autant plus amères qu'elles font apparaître pour ce qu'elles sont les flatteries dont il faisait l'objet quand il était riche. Et puis l'humiliation, enfin, du valet de ferme maltraité qu'il est devenu. Je disais en commençant l'examen, puis après nous sommes passés aux situations type pastourelle, en commençant l'examen de l'humiliation du pauvre, je disais l'humiliation du pauvre est quelque chose de tellement naturel que la littérature n'en parle guère, et que pour qu'elle en parle, il faut que ce soit l'humiliation de quelqu'un qui est devenu pauvre, qu'il y ait un changement d'état. Et on le voit même dans Courtois d'Arras. Ça ne vaudrait pas la peine de montrer simplement l'humiliation du valet de ferme maltraité. Mais le valet de ferme qui a été autre chose que valet de ferme, qui a été le fils de la maison, et puis qui s'est cru très riche, alors là, ça vaut la peine. Et enfin, l'humiliation du pécheur repentant, et c'est cette dernière humiliation, la bienheureuse humiliation, aussitôt effacée par le pardon du Père, et c'est cette humiliation seule que l'évangile de Luc met en scène. Le reste, l'évangile le raconte. On dit, voilà, il est allé, puis voilà, puis il aurait bien voulu qu'on lui donne à manger, mais les déboires du fils prodigue sont racontés très brièvement et comme de loin. Il est dans un autre pays, mais la parabole reste auprès du Père, en quelque sorte. Et jusqu'à ce qu'il revienne. Mais l'auteur médiéval a vu qu'il y avait en germe, dans les épisodes qui précèdent le retour du fils humilié, si je puis dire, qu'il y avait en germe toutes les humiliations, une sorte d'agrégat de toutes les humiliations possibles, et il raconte toute l'histoire sous le signe de l'humiliation. Et il lui suffit, pour cela, de développer les épisodes de la parabole et de peindre le fils prodigue aux prises avec le tavernier, avec les filles avec qui il dépense son bien, puis avec le maître qu'il emploie et qui est là, mise en scène dans toute sa dureté, dans toute son arrogance, après l'avoir montré sûr de lui, insolent et arrogant lui-même, au moment de son départ de chez son père. Bon, voilà, j'en ai dit 2 mots, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas un texte capital, en ce sens que ce n'est pas un texte dont les qualités littéraires sont extrêmes, quoi. C'est raconté avec une certaine vivacité, après tout, ça pourrait être de Jean Baudel, mais enfin, le thème même, l'actualisation de la parabole, tout cela invitait à en dire tout de même 2 mots. Mais les exemples les plus saisissants de l'humiliation du pauvre sont fournis par les poèmes dans lesquels le poète met en scène sa propre chute. Chute dans la pauvreté, mais aussi dans la maladie, chute dans le vice qui appauvrit, dans certains cas, chute humiliante parce qu'elle met à la merci des autres, mais aussi parce qu'elle est la conséquence de l'imprévoyance ou du vice, ou encore parce qu'elle expose aux soupçons du vice ou du péché. Et le poète peint sa propre déchéance dans l'espoir de prévenir, en se moquant de lui-même, les moqueries des autres et d'atténuer son humiliation en la transformant en objet d'exhibition poétique. Alors, il y a le poème, le talent poétique, en quelque sorte, la force de sympathie qui se dégage du poème sont une sorte de protection, de bouclier contre l'humiliation.
Et cet autoportrait du poète humilié nourrit une riche tradition poétique. En latin, d'ailleurs, effectivement, je me dis que je n'ai pas pris de poèmes latins comme exemple, j'en dirais peut-être un mot ou deux dans les poèmes des Vagants, dans les Carmina Burana ou dans les poèmes de Cambridge. Mais en français, cette situation commence avec le drame, du poète lépreux dans les congés d'Arras. Il y avait, donc je parle depuis un moment, où j'ai fait allusion déjà, à Jean Bodel. Jean Bodel est un poète d'Arras, né vers 1165 et mort, alors là, comme toujours pour ces Arageois, nous savons exactement la date de sa mort, mort en 1210. Bon. Jean Bodel est un poète de première importance. C'est un très très grand poète. C'était un jongleur d'Arras, mais avec ce statut particulier qu'avaient les jongleurs dans la ville d'Arras, où il y avait une confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras, où on disait que dans cette confrérie, les jongleurs sont les maîtres, sont les rois. Il était aussi, semble-t-il, employé de la municipalité d'Arras, une sorte de sergent du guet. C'est pas bon. Et il a laissé une œuvre variée. Il y a presque une dizaine, je crois 9 fabliaux. Il y a des pastourelles, justement. Les fabliaux sont parmi les plus célèbres et sont certains convenables, d'autres à moitié convenables, d'autres pas convenables du tout selon l'usage du genre. Des pastourelles, une chanson de geste extrêmement intéressante parce que, bien qu'elle ne soit pas si... enfin bon, c'est... La charnière du XIIe et du XIIIe siècle, bon, on peut considérer que c'est tardif pour le genre, mais ça n'allait pas tant que ça. Mais c'est une des premières chansons de geste romanesques, si on veut dire, avec des amours difficiles d'un camp à l'autre. On se déguise, on va coucher dans le camp adverse avec une jeune fille, on est surpris en faire. Bon. Et qui s'appelle la chanson des Cènes, c'est-à-dire des Saxons, campagne de Charlemagne contre les Saxons. Il a écrit la première pièce de théâtre entièrement en français, y compris la didascalie. Il y a avant le jeu d'Adam, non pas le jeu Adam, le jeu de la feuillée, mais le jeu sur Adam, le péché originel, qui est en français, mais qui commence par une lecture de la Genèse, en somme, et avec des didascalies en latin. Tandis que le jeu de Saint-Nicolas, sur un miracle de Saint-Nicolas, c'est entièrement en français, et la seule didascalie est en français. C'est « Or tue les Sarrasins, tous les chrétiens ». À ce moment-là, les Sarrasins tuent tous les chrétiens. C'est une croisade, ça représente une grosse mise en scène, si on ne sait pas comment on sait pas. Et dans la bataille. Et cette pièce de théâtre, enfin ce jeu de Saint-Nicolas, est une pièce extrêmement, enfin à tous égards, extrêmement élaborée et même profonde. Et en 1202, Foulques de Neuilly prêche ce qui va être la 4e croisade. La croisade qui sera détournée sur Constantinople. À ce moment-là, on ne sait pas qu'elle aboutira, elle tournera à la fois, enfin, si mal du point de vue au moins religieux. Non. Et Jean Bodel prend la croix, se croise. Mais il ne pourra pas partir, car au moment où la croisade va partir, il s'aperçoit qu'il est lépreux. Et donc c'est épouvantable d'être lépreux, naturellement. On ne pouvait pas, vous savez, on ne pouvait pas continuer à vivre en ville, il fallait aller dans une léproserie, on n'avait le droit de rencontrer personne, il fallait avoir une crécelle parce qu'on pensait que c'était très contagieux. On vivait absolument à l'écart, on vivait entre lépreux jusqu'à ce qu'on meure. Mais non seulement c'était une situation horrible, mais en outre, vous savez qu'il y avait toujours le soupçon que la lèpre, malgré ce qu'on avait dit le Christ, que la lèpre punisse un péché soit du lépreux, soit de ses parents.
On disait qu'un enfant conçu pendant les règles était lépreux, ce genre de choses. Et donc, il y avait le soupçon d'un péché. Et quand, en plus, on devient lépreux, juste au moment où on allait partir pour la croisade, alors que partir pour la croisade assurait, enfin on ne disait pas la croisade, on disait le pèlerinage, même quand c'était militaire, assurait l'indulgence plénière. Donc il est empêché par cette maladie que lui envoie Dieu d'avoir le pardon de ses péchés. C'est quelque chose, à tous égards, enfin, traumatisant, elle peut dire, c'est horrible. Et à ce moment-là, il écrit un poème d'environ 500 vers, Les congés, il écrit ses congés, poème dans lequel il prend congé l'un après l'autre de tous ses amis d'Arras, et en même temps, et à l'occasion de cette prise de congé, il médite sur son mal, sur cette épreuve, et il essaye de se persuader que ce n'est pas une malédiction, mais une grâce, hein, et que cette épreuve qui lui est envoyée, eh bien, s'il sait l'accepter, elle peut lui assurer le salut. Et puis, un autre poète, 70 ans plus tard, est devenu lépreux, Bodfastoul. Il écrira lui aussi ses congés. Et c'est de ces poèmes qui sont, par excellence, des poèmes de l'humiliation et qui se revendiquent, peut-on dire, comme tels, que nous parlerons la semaine prochaine. Je vous remercie.